André, c'est un très grand plaisir de vous voir à Belgrade. Bienvenue. Alors j'espère que vous êtes à l'aise. C'est un plaisir partagé. Je ne me sens pas à l'étranger ici, vous savez. Je me sens dans un pays qui est très proche. La langue est très proche, la culture est très proche. L'attitude des gens me semble, comment vous dire, extrêmement connue déjà. Je peux lire dans leurs yeux, dans leur regard. Mais comment ça se fait? Mais je pense que c'est la proximité de nos cultures déjà, de nos origines et peut-être de notre histoire. Les Serbes ont vécu ce que la Russie vit aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre civile. La guerre civile en Ukraine, mais vous l'avez vécu il y a 35 ans, enfin plus que ça déjà, voyez-vous. Et donc il y a sans doute des compréhensions presque intimes qui s'installent entre nous. Romaneskna životna putanja francusko-ruskog pisca Andreja Makina dala je posebnu notu njegovoj poetici. Rođen 1957. u Krasnojarsku u Sibiru, odrasta u sovjetskom režimu, u Moskvi završava filološki fakultet, a sa 30 godina napušta Rusiju i dolazi u Pariz gde traži politički azil. Sledi vreme lutanja, nemaštine i bezuspešnog obijanja pragova izdavača. Kada 1995. dobija Gonkurovu nagradu za roman Francusko zaveštanje, Andrej Makin preko noći postaje zvezda francuske književne scene. Kod nas je prevedeno 20-ak njegovih romana, među kojima su Kći heroja Sovjetskog saveza, Dok Amur teče, Zločin Olge Arbeljine, Rekvijem za istok, Muzika jednog života, Prijatelj Jermenin. 2016. postaje član Francuske akademije. Tokom posete Beogradu predstavio je Stari kalendar jedne ljubavi, svoj novi roman u kome se prepoznaju njegova literarna traganja koja izrastaju iz dva sveta, ruskog i francuskog, koji su odredili njegovu poetsku sudbinu. Vous êtes né en Union soviétique. En Union soviétique, oui. C'est vrai. Et plus de moitié de votre vie, vous avez passé à Paris, où vous êtes devenu écrivain. Alors, vous aimez dire que c'est le français qui est votre patrie? Le français est ma patrie. Je dirais plutôt ma langue d'écriture est ma patrie. Certains de mes personnages me sont presque plus proches que les gens que je rencontre. Vous voyez, certaines femmes que je décris, j'ai l'impression de les avoir véritablement aimées. Je ne les ai jamais rencontrées. Oui, je les ai recréées. Mais on tombe parfois amoureux de ses propres créatures. Et si on ne tombe pas amoureux, on écrit mal. À mon avis, que la stimulation principale de l'écriture, c'est quand même un sentiment d'amour. Parfois de haine aussi, vous savez, pour le mal. Donc on parle de votre identité littéraire, mais quand on parle de votre identité personnelle, d'André Makin, citoyen, alors quelle est votre patrie? Vous connaissez la littérature russe quand même, j'imagine, parce qu'en Serbie on l'apprend. Oui. Vous ouvrez la première page de Guerre et paix de Tolstoï. Dans quelle langue est rédigée cette première page? Ces premières pages en français. En français, parce que Tolstoï décrit dans un très très bon français. Mais voyez-vous, si vous posiez cette question à Tolstoï, mais Tolstoï c'est l'écrivain le plus russe, on ne peut pas imaginer avec sa barbe, n'est-ce pas, qui marche les pieds nus, etc. Qu'est-ce qu'il vous aurait répondu? Bien sûr, sa patrie, c'est la Russie. Puis, je vous pose la même question. Voilà, alors, mais... Quel est votre rapport envers vos racines? Oui, mais les racines, elles sont en moi. On ne peut pas les déraciner. On ne peut pas déraciner la Russie dans mon cœur. Bien sûr, la Russie est là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la culture française et la culture russe sont tellement intriquées qu'il est très difficile de tirer une racine en disant « oui, ça c'est tout à fait russe, ça c'est tout à fait français ». Voyez-vous, bien sûr, les deux pays m'habitent, les deux pays. Ma grand-mère était française, donc elle m'a donné ce début d'éducation en français. Et c'est à ce moment-là que vous avez appris le français? Très jeune, j'avais peut-être 3 ans, je commençais déjà à l'entendre. J'ai écrit même des petits poèmes en français. Donc j'étais bilingue. Et c'est pour ça que dans le Testament français, j'appelle le français ma langue grand-maternelle. Non pas langue maternelle, mais parce que voilà, mais grand-maternelle. Et donc ça a beaucoup, ça sans doute a formaté, a formé mon identité. Mais je ne voudrais pas être schizophrène, oui, et dire, écoutez, il y a une part en moi qui est parfaitement russe, l'autre part est complètement français. Parce que les deux identités font l'amour en moi, oui, ils sont amoureuses l'une de l'autre.
Et parfois, il y a des conflits, comme entre deux êtres qui s'aiment, il y a toujours des conflits, n'est-ce pas? Ce n'est jamais la vie en rose. Et donc, les deux identités s'entrechoquent, se battent parfois, et parfois, ils s'aiment. Vous avez passé votre enfance, adolescence, jeunesse en Union soviétique. Alors, quels souvenirs vous emportez? Qu'est-ce que la Russie vous a donné? C'est peut-être plus facile à vous demander. Tous mes livres, c'est à peu près la réponse à votre question. Ce que l'Union soviétique, la Russie, enfin l'Union soviétique, c'est encore une autre Russie, complètement différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais j'essaie de l'exprimer dans mes livres, en recréant les situations, les personnages, les paysages, la nature qui est absolument fabuleuse, vous voyez, surtout la nature sibérienne, très violente. Et je la porte, et je porte sans doute l'empreinte de ces vastitudes, de cet infini sibérien en moi. Et puis, surtout, voyez-vous, vous dites quel souvenir? Je vais vous donner un souvenir très intime. C'est un souvenir d'un tout petit garçon. Dans mon enfance, j'entendais souvent, sur les pavés, sur l'asphalte, un sort de bruit. Et c'était le bruit des anciens soldats qui ont perdu une jambe, par exemple, et ils portaient une espèce de prothèse, mais très rudimentaire, très mal fait, avec un embout en métal. Et donc, quand ils passaient dans la rue, ils faisaient ça. Et toute mon enfance, je l'entendais, parce qu'il y avait 27 millions de morts en Russie, 27 millions de morts dans la guerre contre Hitler. Mais il y avait eu autant de blessés, de mutilés. Et donc, ils passaient dans la rue, ils faisaient ce bruit. Et puis, à un moment, peut-être j'avais 15 ans ou 16 ans, j'étais déjà assez grand, je me dis, mais je n'entends plus ce bruit. Cette génération est morte. Valjda se lupi po čelu, kratko se nasmejavši. Nikada se neću navići na taj novi kalendar. Neodređeno se sećao da su crveni 1918. godine nametnuli pomeranje računanja vremena za 2 nedelje, prelaženjem sa julijanskog na gregorijanski kalendar, da bi se prema Lenjinu uskladili sa vremenom u kojem žive civilizovane zemlje. To civilizovano vreme, mislio je Valdas, nije sprečilo sve te lepe zemlje ponosne na svoju kulturu da se međusobno ubijaju tokom 5 beskonačno dugih godina. Tout à l'heure, on a parlé de cette dualité franco-russe qui vous habite. Alors, votre dernier roman, L'ancien calendrier d'un amour, se passe entre 2 temps, l'ancien et le nouveau. Entre ces 2 calendriers qui ont une fonction métaphorique. Oui, vous avez très bien remarqué, valeur métaphorique, c'est ça, il faut en parler. Mais avant, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'en 1918, Lénine décide de changer le calendrier russe, comme font tous les révolutionnaires. Il dit, écoutez, nous vivons en Russie d'après le calendrier julien, qui a 2 semaines de retard sur le calendrier grégorien, le vôtre, enfin le nôtre. Le nôtre orthodoxe. Orthodoxe, le calendrier grégorien. Donc il change cela, sauf qu'il y a un hiatus, il y a une interruption de 2 semaines, 2 semaines de retard. Et c'est pour ça que les Russes fêtent leur fête 2 fois. Il y a deux fêtes de l'an, 2 jours de l'an, ils fêtent 2 fois. Donc c'est tant mieux, il y a 2 fêtes au lieu d'une seule. Mais plus sérieusement, donc, dans ce livre-là, et c'est pour cela que vous parlez de la valeur métaphorique, les 2 personnages se retrouvent dans cette pause presque astronomique, oui. Ils se retrouvent dans un temps suspendu, dans un moment suspendu. Comme si je vous disais maintenant, cher Neda, mais écoutez, oublions la télévision, oublions Belgrade, nous avons 2 semaines pendant lesquelles personne ne remarquera notre absence. Et on part à Venise, n'est-ce pas? Et pendant 2 semaines, il n'y aura rien, personne ne nous verra. Et puis, tranquillement, on reviendra dans le temps des autres. Et c'est à peu près ce que vivent ces 2 amoureux. Ils se retrouvent tout à coup en dehors du temps. Et quand je dis le temps, c'est la guerre civile russe qui a fait 9 millions de morts. Les Blancs contre les Rouges, Lénine contre les défenseurs du tsar et de l'Empire russe. Une guerre effroyable, qu'on a oubliée d'ailleurs. Disons que l'héros principal, il appartient à une classe bourgeoise aisée d'avant la Révolution d'Octobre. Oui. Et la jeune femme
elle appartient plutôt au bas-fond de la société. Au bas-fond, comme vous dites, au bas-fond, oui. C'est un amour très profond et c'est un amour éternel, tel que vous le décrivez. C'est un amour, vous savez, il y a deux sortes d'amour, deux types d'amour. L'amour captatif. L'amour captatif, c'est-à-dire qui capte autrui, qui essaie d'utiliser l'autre. Essaie d'utiliser, on dit, ah, c'est une femme belle, mais en plus elle est riche, en plus elle est bien placée, je vais l'épouser pour cela. Ou une femme qui dit, oui, c'est un monsieur qui a une grande fortune, il roule en grande Mercedes, il me plaît, oui, un amour captatif. Et on essaie d'utiliser l'autre. Hélas, cet amour est très répandu, très répandu. Il y a toujours un petit intérêt matériel. Mais il y avait un philosophe allemand, du Moyen-Âge qui s'appelait Maître Eckhart. Et Maître Eckhart disait quelque chose qui va vous paraître très contradictoire. Il disait « Je t'aime parce que je n'ai pas besoin de toi ». Vous voyez, au début, on a un petit sursaut. Comment ça? Mais enfin, on a besoin de celui qu'on aime. Non, on n'a pas d'intérêt matériel. Voyez-vous, on est désintéressé. L'amour est désintéressé. Et c'est le seul vrai amour. On ne pense pas à ce que cet être peut nous apporter. On l'aime tel qu'il est. Et ça s'appelle l'amour oblatif. Oblatif, c'est-à-dire l'amour qui s'offre ou qui offre. Et dans ce cas-là, la question éternelle, mais est-ce que cette femme m'aime en retour ou est-ce que cet homme m'aime en retour n'est pas importante. Mais pourquoi je dois penser à ce qu'elle ressent parce que je la déifie, parce qu'elle me paraît tellement belle, tellement désirable, etc. Je l'aime et je n'attends rien en retour. Je suis complètement désintéressé. Le seul amour absolu. C'est un amour absolu, tel qu'on l'imagine. C'est un idéal, mais ça peut être qu'un amour romanesque. Ça n'existe pas dans la vie. Mais regardez ce qu'ils vivent. Est-ce que c'est romanesque? Mais pas du tout. Ils vivent dans une toute petite bicoque, accrochée au milieu des falaises. C'est en pleine guerre civile. Ils sont pauvres tous les deux. L'homme est blessé parce qu'elle a été blessée à la guerre. La femme, elle est complètement désargentée, elle est misérable. Mais avec quelques petits gestes, elle lui fait comprendre qu'elle l'aime. Il n'y a pas de déclaration d'amour, il n'y a pas de sentimentalité. C'est un amour muet, c'est un amour muet. Mais ils se sentent aimés tous les deux. Il n'y a pas de narcissisme, il n'y a pas de nombrilisme. Vous savez, il y a beaucoup de romans aujourd'hui, on appelle cela autofiction, en France, autofiction, où tout le monde veut exprimer sa douleur, ses peines amoureuses, sentimentales, ça s'étale. Il y a des pages et des pages où tout le monde se plaint. C'est très petits bourgeois, des petits bourgeois parisiens qui racontent leur petite misère amoureuse. Mais là, il s'agit d'un amour tout à fait différent. Tout à fait différent, ce sont deux êtres blessés par la vie, parce que le destin de cette femme est affreux aussi, est affreux, le destin de cette femme. Et elle réussit, grâce à cet amour, de s'élever au-dessus de son statut. Oui, elle était pauvre, lui, il était plutôt riche, la société nobiliaire, mais ils se comprennent, parce que l'amour dépasse toutes les divisions. Le monde nous divise, n'est-ce pas? Homme, femme, blanc, noir, riche, pauvre. On vit au milieu des divisions. Oui, intelligent ou bête, oui. Tandis que là, tout cela ne compte plus. Et le temps suspendu, pendant quelques jours, quelques semaines, ils vivent cet amour absolu. Ti dani svodili su se na poslednja sredstva za preživljavanje i na ono što ni jedno ni drugo nikada nisu doživeli, na nežnost u kojoj je svaki pokret izgledao kao potajno priželjkivan. Vreme je proticalo u znaku vetra sa mora i zarastanja ožiljaka na Valdasovoj ruci. Onih jutara kada nije bilo bure, Taja je spuštala čamac u more, postavljala mreže, a kada bi se kroz maglu njena prilika ponovo pojavila, Valdas bi znao da svaki od tih minuta izražava celokupnost njihove ljubavi. Za olujnih noći on je shvatao da je ta žena, zahvaćena panikom, bila sve ono što on treba da brani u krvavom haosu rata. Alors, disons quelque chose sur votre héros principal. Il traverse tout le siècle, tout le XXe siècle. Donc, il est dans la guerre, après il fait de la guerre civile, il s'exile en France,
où elle fait toutes sortes de Petit travaux. boulot, comme on dit. Il fait le taxi. Il fait le taxi. Oui, il devient dessinateur, architecte. Oui. Et puis il fait de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous vouliez faire aussi une fresque, pas un roman historique, oui. mais une traversée du XXe siècle. Oui, vous l'avez senti très bien, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont bien moins intelligents que vous, qui se sont trompés complètement. Ils ont dit « Ah oui, c'est un roman historique ». Non, c'est un homme dans l'histoire, c'est plutôt ça. Ou plutôt, c'est un roman métahistorique. C'est-à-dire, Valdas se demande comment je peux dépasser, non pas physique, mais métaphysique, non pas historique, mais métahistorique. Comment je peux sortir de l'histoire. Parce que l'histoire est terrible. L'histoire, c'est des massacres, c'est des carnages, c'est des guerres en permanence. Si vous prenez le XXe siècle, c'est une horreur pure. Donnez-moi quelques années de paix. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Une guerre se termine, une autre qui commence, parfois les deux guerres ensemble, parfois une guerre civile, parfois des émeutes. Le XXe siècle, c'est un carnage. Pour la Russie, le XXe siècle, c'est un suicide permanent. La Russie a décidé de se suicider en 1905, en 1917, après la guerre civile 18-22, puis les purges staliniennes, le goulag, puis la Seconde Guerre mondiale. On se dit, ils sont fous. Ils se suicident. Consciemment, ils se suicident. Et donc, comment, dans cette histoire affreuse, trouver un laps de temps où l'histoire s'arrête? Comment écrire un livre métahistorique, où l'homme existe par lui-même, où l'homme existe non pas en tant que soldat, riche, pauvre, français, russe, mais en tant qu'un être amoureux, parce que c'est un être amoureux. Je dirais que vous n'écrivez pas de l'histoire, mais de la façon de laquelle l'histoire influence la vie humaine, la condition humaine. Donc, les gens qui vivent et que l'histoire balaye, elle jette, ce sont des carnages, des terreurs, et ces gens, ils essayent de survivre. Tout à fait. Vous avez très bien vu, Neda, parce que ce que je décris, c'est une sorte de comédie humaine, historique, mais affreuse, horrible. C'est une comédie d'horreur. C'est une comédie d'horreur. Mais Valdas, il l'a compris très jeune. Il l'a compris grâce au théâtre de sa belle-mère, enfin de sa marâtre, n'est-ce pas, qui fait des petites pièces de théâtre d'après les récits de Tchekhov, d'après les nouvelles de Tchekhov. Et plus il vit, plus il découvre que la vie, c'est une comédie. Son père est un avocat, n'est-ce pas? Un avocat, vous savez que c'est un métier très théâtral. C'est les effets de manche, vous voyez, c'est les discours d'avocat, oui, les plaidoiries, c'est très, parfois comique, parfois tragique, mais c'est très théâtral. Et puis, la révolution russe, c'est aussi du théâtre. Quand vous entendez les discours de Lénine ou de Trotsky, ils agitent les bras un peu comme je fais maintenant, n'est-ce pas? Avec la voix, ils jouent. Ce sont des acteurs, ce sont des comédiens. Puis la guerre arrive. C'est une comédie horrible, mais sanguinaire. Mais c'est quand même une comédie. Ce sont des spectateurs d'une part et de l'autre, ce sont des soldats qui meurent. C'est presque un théâtre, vous voyez, un théâtre d'horreur. Et il se dit comment je pourrais échapper à ce théâtre d'horreur. Comment sortir, comment vivre non pas l'histoire, mais cette méta-histoire, se retrouver en dehors du temps historique. Prava kazna dođe kasnije. Kada je 3 godine posle rata, taj profesor matematike je optužen da širi otrov kosmopolitizma bez korena u materiji koju je predavao. To je bilo potpuno suludo. Čak i brojevi i jednačine su postali politički subverzivni. Ne, nisu imali vremena da me pošalju u logor, nego samo da me proteraju ovamo. Za to vreme Stalin je umro. Mislio sam da se vratim u Moskvu, ali na kraju krajeva on ućuta, pa spusti glas i ukratko ispriča istoriju toga nesrećnog života, govoreći brzo, očigledno pokušavajući da ne dosađuje suviše Sarvenu, a naročito da ne pruži priliku za sažaljenje. Sama njegova raskomadana i izlomljena biografija nije nas mnogo čudila. Prvih decenija posle rata u svakoj porodici mogle su se čuti slične hronike. Žalost, raskidi, izdani vojnici, napušteni osakaćeni ljudi, starci okićeni medaljama, a umrli usamljeni. Donc vous écrivez de ces gens anonymes
qui subissent l'histoire. Dans l'ami arménien, vous évoquez un épisode méconnu par l'histoire. Ce sont les Arméniens qui sont venus en Sibérie pour être près de ses proches qui sont condamnés au goulag pour les activités antisémites. Pour les activités de sécession, de séparation. Enfin, on les appelait séparatistes. Vous savez que le pouvoir central en Russie était très, très, très fort, n'est-ce pas? Sans doute comme en Yougoslavie. En Yougoslavie, c'était plus doux. Et donc, dès qu'il y avait des mouvements séparatistes, on les écrasait. Mais tous les pays unitaires le font. En Catalogne, vous avez vu, quand les Catalans ont essayé de sortir de l'Espagne, les chefs catalans ont été envoyés en prison dans notre belle Europe démocratique. Donc ça arrive dans tous les pays. Mais bien sûr, en Union soviétique, ça arrivait avec beaucoup de violence. Et donc, il y avait une petite communauté, vous l'avez très bien vu, une petite communauté des parents, des proches, qui s'installent dans une ville sibérienne où ils attendent le verdict, où ils attendent le procès. Tout à l'heure, vous avez dit que le XXe siècle, c'est un siècle de carnage. Et vous écrivez des gens qui ont vécu, qui ont supporté cette vie insupportable. Vos personnages, ils sont très dignes. Ils ont beaucoup de stoïcisme à vivre leur vie. Alors, est-ce que c'est une leçon à apprendre aujourd'hui? C'est intéressant que vous parliez donc du stoïcisme, parce que Sénèque, le grand stoïque, le grand philosophe stoïque, il disait quelque chose qui me plaît beaucoup. Les petites douleurs sont bavardes et les grandes douleurs sont muettes. Tout est dit. Voyez-vous, je vous ai parlé de ces romans petits bourgeois qu'on voit souvent à Paris, l'autofiction, où tout le monde dit « Ah, j'ai mal au cœur, j'ai mal ceci, j'ai perdu, je ne sais pas, un peu d'argent. » Voilà, tout le monde se plaint. Parce que ce sont des petites douleurs. Et donc, ces douleurs sont très bavardes. Mais les grandes douleurs, je vous ai parlé de ces vétérans avec leurs jambes en fer qui marchaient après la guerre en Russie. Ils ne parlaient pas de la guerre. Ils ne se plaignaient pas. Ils disaient « Ah, j'ai été blessé, regardez, j'ai du sang, etc. » Non, ils n'avaient jamais eu ça. Ils gardaient leur douleur pour eux-mêmes. Mais en même temps, en retour, ils recevaient quelque chose de très beau. La dignité humaine qui se perd. Parce que si on commence à se plaindre, on devient une petite chose insignifiante. Mais garder sa dignité, comme les Romains anciens, voyez, avec cette dignité, ne pas montrer sa douleur. C'est tout un art de vivre. Daleko od drugih ležao je jedan vojnik. Onaj za kojim je tragao. Aleks je počeo da mu skida odeću. Pokretima koji su pripadali nekom drugom. Pomalo grubim pokretima. Kad se presvukao, ustanovi da su mu čizme pretesne. Vrati se do mosta i dalje u tom istom stanju odsutnosti iz samog sebe. Stade da skida čizme sa drugog vojnika. Desna čizma se nikako nije dala izuti. On dograbi tu čizmu, zalepljenu za nogu, poče da je cima, da je divljački vuče. Nije bio svestan da već neko vreme plače i razgovara s nekim i da mu se čak čini da čuje odgovore. Alors, dans la musique d'une vie, votre héros, il est jeune, il veut devenir pianiste, mais la vie empêche. Oui. Et cette vie qui l'amène à la guerre. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Et alors, comme il n'a pas de bottes, il déchausse un soldat qui est mort. Il prend ses bottes, il se rend à la bataille, et vous dites que c'est le moment où il se vaccine contre l'histoire. Alors, ce que je vous demande, c'est est-ce que c'est possible de se vacciner contre l'histoire? Je pense que les hommes et les femmes qui ont traversé des horreurs, ils acquièrent une certaine immunité, comme dans les grandes épidémies, parce que la guerre, c'est une épidémie ou une pandémie. On parle du Covid, mais finalement, c'est à peu près la même chose. C'est une sorte de folie, un vent de folie passe, et l'homme est entraîné, malgré... Vous avez très bien noté cela, Neda, et je l'apprécie beaucoup. Vous avez dit, l'homme est balayé, vous voyez. On pense toujours que l'homme a le choix, il peut choisir. Mais non, il y a des moments où il ne peut pas choisir. Mais l'homme qui traverse ces énormes épreuves, il est vacciné. Il est immunisé contre le mal. Tout en souffrant beaucoup, il peut voir la neige tomber d'une branche. Il y a des explosions partout.
la branche a été secouée, c'est dans l'un de mes romans, par l'explosion. Mais ce qu'il voit, la beauté de la neige qui tombe d'une branche. Donc, c'est un grand courage, c'est une chose à apprendre à mon avis. Mais apprendre aussi, non pas seulement à la guerre, on évoque des événements déchirants, oui, des grandes tragédies, mais dans la vie réelle. Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens qui s'arrêtent dans la rue et qui regardent juste le couchant? Hier à Novi Sad, j'ai vu un couchant quand on sortait de Matica Srpska. C'était magnifique, mais les gens passaient, il y avait une musique dans les restaurants, les gens ne voyaient pas ça. Donc parfois, il suffit pour pénétrer dans cette dimension méta-historique, dans ce temps suspendu, tout simplement s'arrêter, passer 1 minute dans la rue, vous voyez, en regardant le ciel, en regardant les fenêtres. Et toucher le ciel. Et toucher le ciel, si possible. Toucher le ciel, oui. Alors, comment est-ce que vous voyez notre temps? Vous savez, je ne voudrais pas vous choquer, mais je pense que l'humanité est en phase terminale aujourd'hui. Véritablement, avec tout ce qui se passe, avec toute cette suite de guerres. Parce que, vous savez, nous parlons de l'Ukraine aujourd'hui, et c'est un désastre. J'ai des amis encore ukrainiens, des amis russes. Il y a une amie avec qui j'ai fait mes études à Moscou. Elle s'appelle Ludmila, et elle m'appelle donc à Paris, elle me dit, tu sais, Sergueï est mort. Et Sergueï, c'est le nom de son mari. Je dis, ah, c'est terrible, mais bon, c'est un homme qui a 70 ans. Je me dis, peut-être il était un peu malade. Je dis, ah, c'est un bon camarade, je l'ai bien connu. Il dit, mais non, tu n'as rien compris. C'est Sergueï, c'est notre petit-fils. Notre petit-fils, parce que moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'aurais pu avoir déjà un petit-fils. Et il est mort. Et la même chose du côté russe. La même chose, les mêmes familles déchirées. Donc c'est un désastre total. Je pense que nous avons atteint un point de non-retour du point de vue social, économique, démographique, écologique, et militaire aussi, militaire. Voyez-vous, quand la guerre a commencé, un ministre français a dit, oui, il ne faut pas que Poutine oublie que nous avons l'arme atomique. Je dis, mais évoquer l'arme atomique, il faut être fou aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la destruction de la planète. Les Russes vont répondre. S'ils sont attaqués par les armes nucléaires, ils vont répondre. Donc évoquer même l'hypothèse, cette hypothèse est complètement insensée. Et pourtant, cette hypothèse est évoquée tous les temps. Oui, mais nous avons des missiles nucléaires, nous allons les lancer peut-être. Nous allons peut-être les utiliser. Pourquoi? Pour anéantir l'humanité. La planète va crever. Alors, pour être un peu optimiste, si oui. C'est optimiste, oui. Alors j'aimerais parler de ce temps suspendu, c'est-à-dire de votre temps d'écrivain. Quel est le temps d'un écrivain? Neda, je ne voudrais pas vous illusionner, vous tromper. Désillusionner, Je ne voudrais pas vous illusionner pour une raison très simple, c'est que c'est avant tout un travail qui est tout à fait comparable avec le labour. Vous voyez, quelqu'un qui laboure, un paysan qui laboure. C'est un travail très dur, l'écriture. Vous voyez, si on écrit des livres légers, bien sûr, vite on tape son petit texte et c'est fini. Si on écrit de la véritable littérature, c'est très dur. Vous savez d'où vient le mot le vers, versification, le vers dans le poème. Ça vient de versus. Versus, c'est l'endroit où le paysan, le laboureur, tourne sa charrue. Sa charrue, n'est-ce pas? Il tourne sa charrue. Et donc c'est la même chose dans la poésie. Vers, versus. C'est là où on compose ses rimes. Mais la littérature, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut labourer la réalité pour sortir les jeunes pousses, pour sortir les plantes, pour semer les grains, etc. Et alors, pourquoi écrivez-vous? Ça, vous le savez? Si vous n'étiez pas aussi intelligente comme vous êtes, je vous aurais sorti, bien sûr, la phrase de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Je préfère une phrase de vous. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Nous n'avons pas, entre nous, besoin de ces phrases un peu faciles. La phrase est belle, n'est-ce pas? La beauté sauvera le monde. Et je pourrais vous dire, vous savez, j'écris parce que j'espère sauver le monde, etc. Non, j'espère sauver quelques êtres chers. Et mes personnages me deviennent chers. Et chaque être comporte dans son caractère un trait qui appartenait à quelqu'un qui m'était cher. Donc, je vais reconstituer un univers qui montre au lecteur qu'une autre vie est possible. Grâce à cette consonance, à cette harmonie qui les unit. Alors, je vous remercie beaucoup de cet entretien et je vous souhaite beaucoup de beaux romans. Merci au futur. À vous. Je me souviendrai de cet entretien. Et il m'inspirera, vous serez ma muse. Merci André. Merci à vous.